Ça devrait être effectivement chose faite pour vous. Et on va parler d'un top 10 de la décennie ce soir sur Death Podcast, mais je ne suis pas seul parce que retour en fanfare, retour sur les chapeaux de rue, aurait dit le doubleur Maurice Sarfati du temps de Nicky Larson, parce qu'on va choisir effectivement chacun avec notre mauvaise foi ou pas qui nous caractérise, 10 jeux ou plus qui nous ont vraiment marqué sur la décennie. Et pour ce faire, donc vous allez voir avec les points cardinaux, j'ai avec moi Randonte à César, ce qui est à Adrien, en haut, en diagonale gauche, par ici. Voilà, il suffit de suivre ma main, Ouais. qui va se On va présenter, mettre la main à chaque fois. Pas du tout. qui va se présenter brièvement parce que nouvelle recrue, donc c'est un petit peu le bizutage. Tu nous rejoins et c'est ton baptême en fait de Je Game Moi Non Plus. C'est mon bizutage. Voilà. Ok, pas de souci. C'est vrai que si on commence par là. Non, tout à fait. Eh ben, écoutez, moi, c'est Adrien. Je suis UX et game designer. Donc, c'est vrai que moi, je connaissais Mehdi avant. On avait fait des premiers podcasts autour du son, notamment. J'avais fait déjà des petites conférences autour de la direction artistique. J'ai notamment écrit un mémoire, par exemple, sur le design dans les attractions, dans les parcs d'attractions notamment. Donc voilà, je fais un mélange entre UX, jeux vidéo, et ce soir, donc, plus branche jeux vidéo avec mes comparses. Cool. Eh ben c'est parfait. Et tu parlais d'une mise en contact. Il se trouve que c'était au-dessus de moi que ça s'est passé avec un certain Yannick qui était déjà là lundi. Pour ceux qui sont assidus, hein, on vous voit, ceux qui n'étaient pas là. Salut Yannick. Salut Mehdi, salut tout le monde. Je te laisse te représenter Euh, rapidement. Voilà. Rapidement pour ma part, que dire, j'étais là lundi, donc le Voilà. confinement c'est cool. Merci. On revient. Il est là depuis lundi. Hein. J'attends depuis lundi. Et sinon, je suis actuellement lead audio chez Dontnod, donc lead audio sur Life is Strange 2. Et puis voilà, je fais du son, je fais des bruits, je tape sur des trucs et ça m'amuse. Et t'es numéro 1, comme Philippe Laville. Sans transition, à ma gauche, et on en a bien besoin en ce moment, ma chère Laura. Salut Laura. Oui. Voilà, qui devait Salut. être avec nous normalement, mais suite à des soucis de technique, un écran qui a explosé, alors pas à ma gueule, hein, mais sa carte mère en tout cas, nous en a empêché, mais l'émission ne sera pas annulée, je vous l'annonce et je vous le redis. Laura, je te laisse, je te rends la parole. Oui, alors Laura, moi je suis maîtresse de conférence en studies diverses, en bonne islamo-gauchiste que je suis. Et donc je travaille beaucoup sur les jeux vidéo, car j'ai le droit, car je suis, voilà, contente. Merci. Voilà. Voilà. Et tu fais partie, évidemment. Je m'étais beaucoup mieux présentée avant. Je suis navrée. Hein. Non, c'est pas Normalement, grave. je sais parler, mais pardon. Pas Voilà. grave, c'est un top. On est forcément en détente sur les tops. C'est top. Pour répondre, Ah, c'est top. Les critères du top donc sont déterminés. Alors non, pas vraiment. Oui. Du moment que ça rentre dans la décennie 2000 à donc 2010, enfin 2001 si on veut vraiment être sur du century, ça marche très bien. Et j'enchaîne. Décennie, pas siècle. Hein. C'est ça. Donc j'enchaîne. Donc c'est 2010-2020, pas 2000-2010. Voilà. 2011. Et oui, et je dis n'importe quoi, et heureusement, vous avez vu Pong, que c'était pas mal, hein, dernièrement. Voilà. Et que Jérôme qui a pris la parole, qui sera le dernier à se présenter. Ensuite, on va rentrer dans le... Ah oui, mais moi, je suis jamais poli. Moi, Jérôme, 10 podcasts, Catchacast, des bêtises en général sur Internet et en particulier. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer en disant catch féminin japonais, Wonder Boy et Is, c'est pas mal? Si tu rajoutes Outrun, c'est bon. La Sainte Trinité plus 1 est là. Alors, on va, sans plus tarder, comme je vous disais, commencer, parce qu'il y a un moment, il faut s'y mettre. Et on va commencer justement avec Adrien. Adrien, pour que tu puisses nous dire, parce que à tout seigneur, tout honneur, commencer le sujet, vu que il a été fait et on va dire mis en relation des différents membres par tes soins pour une première, c'est respect, comme dirait l'autre. Et je te laisse commencer dans l'ordre que tu souhaites, avec des... Alors, petit teasing pour ceux qui nous rejoignent, un top 10 de la décennie, certains titres assez surprenants. Donc, je te laisse commencer par... le bout, l'endroit que tu souhaites. D'accord, ça marche, pas de souci. Voilà. Alors c'est vrai que, je sais que dans les commentaires, on nous avait demandé un petit peu les critères du top, peut-être avant de commencer l'énumération de nos titres, tout à fait et complètement subjectifs.
Je pense qu'en plus, chacun de nous auront des critères différents. Certains ont trié par année, alors moi, pas du tout. Je suis même pas sûr de pouvoir vous citer la date de sortie de tous les jeux que j'ai annoncés. t'embête pas. Et surtout des Mais critères. voilà. Et donc oui, alors au niveau des critères, personnellement, hein, ce seront des jeux qui, je pense, ont apporté quelque chose dans le secteur du jeu vidéo en général, qui ont apporté quelque chose aux créateurs de jeux vidéo aussi, et qui ont marqué d'une façon ou d'une autre l'univers du jeu vidéo, ce à quoi on joue aujourd'hui, comment on y joue, et parfois même pourquoi on y joue. Et c'est pour ça que, aussi bizarre que cela puisse paraître, peut-être, j'ai choisi en top 10. Alors après, bon, l'ordre, on n'est pas une place près, mais j'ai choisi de mettre Pokémon Go dedans. Alors c'était peut-être pas, on va dire, le jeu le plus avancé, ou en tout cas le plus réussi, on va dire, d'un point de vue du game design ou d'un point de vue de ce qu'il propose. Mais si on doit quand même lui reconnaître une force complètement assez unique, même sur les 10 dernières années, c'est d'avoir réussi à faire sortir tout le monde, quoi. Tout le monde était dehors en train de jouer à Pokémon Go. Il y a eu des vagues, mais des gens qui n'avaient jamais joué à un jeu auparavant, qui s'y ont mis d'un coup, quoi. Et donc, rien que pour ça, je pense que Pokémon Go, en fait, il a eu un pic, il a eu une gloire aussi, on va dire, rapide que sa chute l'a été, mais je pense que, enfin, ça a été quand même un petit peu, je sais pas, c'était il y a 3 ans, 4 ans maintenant, Pokémon Go. Tout le monde avait joué durant toutes les vacances à Pokémon Go. Et donc, c'était une nouvelle façon de jouer complètement, quoi. Les gens allaient se retrouver dans la rue pour jouer entre eux, etc. Et je peux pas citer beaucoup d'autres jeux vidéo, en tout cas, qui sont capables de proposer une même expérience aujourd'hui, en tout cas. 2014, hein, pour pas te couper. 2014, ok. Quand même. C'était déjà il y a 6 ans, punaise, la vache. Waouh, hein. Mais putain, le temps passe vite. Tu il y a quelque chose de très impressionnant sur ce choix, c'est hyper intéressant parce que si on exclut le fait que là tout de suite on est confiné, c'est encore plus drôle. Très bon choix. Vraiment, remue le couteau. Il y avait ça à Boktai, hein, clairement tu pouvais pas nous fermer. Mais il y a un truc hyper intéressant, c'est que pendant je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais les 3 mois qu'on suivit la sortie de Pokémon Go, c'est comme s'il y avait la paix dans le monde, où tous les gens se parlaient, étaient dans la rue pour attraper un Bulbizarre au jardin des plantes ou un truc comme ça. Ou un Léviator au milieu de l'océan. Mais il y avait un truc assez magique quand même, c'était tout le monde, effectivement, comme tu le dis, tout le monde jouait à Pokémon Go, peu importe l'âge, il y avait beaucoup de gens dans la rue pour jouer à Pokémon Go. Et c'était un peu un truc hallucinant. Et j'entendais des gens qui partaient alors, plus tard dans le jeu faire des raids, faire des groupes et se rencontrer dans leur ville. Il y avait des communautés qui se créaient genre à Massy-Palaiseau pour faire des tours en voiture la nuit, mais pas des gens dangereux, juste qui jouaient à Pokémon Go. Non, mais c'est vrai qu'il y a certaines phrases du genre t'es dans quel team, par exemple, vont rester dans le souvenir, quoi. C'est bon, t'arrives devant quelqu'un, c'était t'es dans quel team. C'était un jeu de gang, quoi, en fait, à un moment donné. C'était quand même. Et c'est un peu le jeu aussi qui était très intéressant culturellement. Je fais un peu rapidement. Je salue ceux qui sont avec nous, hein, merci. Et puis n'hésitez pas à donner vos jeux de la décennie écoulée. Hein, donc, comme l'ont bien rappelé mes camarades, hein, 2010 à 2019. Voilà, on peut déborder sur un 2020, on est tolérant. Il y a eu notamment un article que j'avais trouvé super chouette qui avait fait diminuer le taux de suicide au Japon dans un espace qui s'appelait je crois la montagne des suicidés, où en gros les jeunes allaient justement pour habituellement, elle était tristement célèbre pour ça, aller mettre fin à leur jour. Et en gros il y a eu une telle fréquentation dans cet endroit-là, comme je crois étant un Pokéstop, que il y a eu une baisse quasiment de 100% en fait des personnes qui n'osaient plus y aller pour se mettre fin à leur jour. Donc voilà, il y a eu tous les trucs du style ne jouez pas à Pokémon Go dans les lieux culturels machin, mais voilà, c'est dans des églises, ouais, bien en sûr. voiture aussi. Dans les églises, en voiture, où le truc qui était quand même le plus marrant, c'était l'histoire des 2 filles qui étaient parties. Alors c'était une baie en Australie, mais je ne saurais plus laquelle, qui était partie en barque pour aller choper un Léviator et qui avait dû faire intervenir les gardes-côtes parce que, bon, alors tu te dis, c'est quand même marrant d'être allé foutre un Léviator au beau milieu de l'océan en Australie, mais bon, ça avait été un peu compliqué pour le retour, quoi.
Tu m'étonnes. Ah, C'est moi, dans ce que l'endroit je le plus trouve dangereux d'Australie en plus. encore plus intéressant quand même, c'était que, bien entendu, moi, je travaillais à l'époque avec des gens qui réprouvaient les jeux vidéo parce que les jeux vidéo, c'est le mal, hein, vous imaginez bien. C'est Évidemment. pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Et des gens qui disaient non mais vous vous rendez pas compte que les gens sont prêts à faire pour les jeux vidéo. À qui j'avais répondu mais toi tu serais prête à faire quoi pour Jésus-Christ? Et du coup ça l'avait laissé interdite. Et cette personne était revenue me voir après pour me dire mais est-ce que tu es en train de me dire que les jeux vidéo sont un peu une forme de religion? J'ai dit non mais c'est une forme de croyance qui est tout à fait valable en fait. Vas-y, pardon. Moi, j'ai juste Non, un non, truc sur les toponymes, en fait. Parce que, comme vous le savez, comme on pouvait rebaptiser aussi des endroits et avoir des noms d'arènes, ce qui était peut-être pas le truc à l'époque, en fait, c'est 2016, la vraie date de sortie en réalité. Et j'habitais en province. Et j'habite toujours en province, d'ailleurs. Et Mais une en autre fait, province. une autre. Non, toujours là, toujours. Pareil. Je suis toujours normando-localisé. Mais surtout, bah, comme il y a beaucoup moins de joueurs, les gens pouvaient baptiser les endroits importants et dire tel truc, c'est vraiment très important. Le Crous de la fac, c'est très beau. Et en fait, il y avait vraiment des batailles incroyables sur comment est-ce qu'on va appeler tel truc et comment est-ce que l'équipe qui gagne va rappeler tel machin qui a changé de nom plusieurs fois. Donc moi, je suivais en réalité augmentée les choses diverses de la ville de Rouen hein, parce que c'était assez intéressant ça pour Pokémon Go et bravo. Hein. Voilà. Excusez-moi. Non, et il faut absolument pas t'excuser. On va enchaîner avec un autre jeu qui va sûrement nous faire targuer de pas parler de vrais jeux vidéo, mon cher Adrien, parce que mais rassurez-vous, ça arrive petit à petit. Mais vous allez voir que avec son argumentation, ça a l'intérêt d'être mentionné. Donc tu vois auquel je pense, je suppose. Bah ouais, tout en continuant. Mais je trouve que c'est pas mal, en tout cas, notre format, c'est au moins, enfin, on a réussi à le défendre, notre jeu, Ouais. voilà. Mais C'est bien. Continuons comme ça. En tout cas, Adrien, quand tu dis c'est pas mal notre format, pense à faire un bisou sur ta main, comme ça. Oui, c'est ça. Ça marche. Pour Oui. pour t'auto-célébrer. Hop. C'est ça, lâcher des subs. Ouais, exactement. Très bien vu. Il y a un Patreon d'ailleurs, hein, je dis ça, je dis rien. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, dans la lignée des jeux qui vont peut-être faire poser des questions, mais moi j'ai mis en top 9 le fameux Candy Crush, qui est pour certains peut-être... Ah, il y en a un qui s'en va déjà, mais non. Yann Je est promets parti que- du coup, il a Non, du je déconne, c'était non, pour le ouais, drama. non, Je me ouais. suis dit, on avait été trop gentil sur Pokémon Go, il fallait. Ouais, non, mais ok. Mais en fait, Pour le format. pour moi, en fait, s'il faut symboliser un petit peu l'avènement de la puissance du jeu mobile qui a percé à travers toutes les générations confondues, je pense que Candy Crush est le meilleur. Et puis, en un chiffre, de toute façon, dans les petites recherches que j'avais faites, c'est quand même 5,9 milliards Candy Crush. Donc, bon, voilà, ça, c'est quand même pas rien. Et en fait, je l'avais mis plus ou moins côte à côte avec un autre jeu qui s'appelle Clash Royale, lui, pour le coup, qui avait été racheté à 7,5 milliards par Tencent, là. Mais alors, j'avais privilégié Candy Crush plutôt. Parce que aujourd'hui, on doit tous avoir des membres de notre famille, que ça soit chez moi, c'est ma tante, mon père, mais alors des personnes qui jouaient, mais alors pas du tout aux jeux vidéo auparavant, qui s'y sont mis à travers ce jeu-là, quoi. Et je trouve que rien que pour ça, en fait, il mérite totalement sa place dans le top 10 des jeux vidéo de l'année, quoi. C'est, je sais même pas combien de millions, voire peut-être même de milliards de téléchargements on est sur ce jeu. Mais... Non, peut-être pas des milliards, mais Beaucoup trop. voilà. Non, mais blague à Ça, part, attends, je suis entièrement d'accord avec la façon dont tu l'amènes. Jérôme, excuse-moi. Oui, non, mais je suis. Alors, j'ai deux histoires à raconter. Hein. C'est que moi, j'ai donc ma mère joue à Bubble Witch Saga, Voilà. Bah qui oui, est toute ouais. le 75e descendant de Candy Crush, qui est le même truc, et qui joue tout le temps. Et puis dès qu'elle a plus de bulles, elle est stressée. Enfin bref. Et j'avais alors, c'était à peu près à la même époque. Hein. Par contre, j'avais un collègue qui me disait, oh là là. Il paraît que tu fais des trucs sur les jeux vidéo. Je dis oui, ça m'arrive. C'est à l'époque où j'ai commencé les podcasts. Et qui me dit moi en fait j'ai 3 étoiles dans tous les niveaux sur Angry Birds. Et je lui dis et il me dit mais vous en parlez pas vous de ça parce que c'est pas des jeux vidéo. Bah, j'ai dit bien sûr c'est des jeux vidéo. Il fait ah oui mais alors quelle différence tu fais entre une application sur un téléphone et un jeu vidéo? Ta-ta-tan. Ben, voilà. Vous avez 3 heures. Donc, ouais.
Et donc du coup, je me pose la question, Adrien, est-ce que Candy Crush est vraiment un jeu ou est-ce que c'est juste une application sur téléphone? Eh ben ouais, c'est aussi pour ça que j'ai mis dedans, parce que ce débat, parce que enfin longtemps, je pense que ce jeu, en tout cas à sa sortie, ce jeu a longtemps été considéré comme un non-jeu, quoi. Des personnes qui jouaient, qui disaient ah ben non, je joue pas, je joue à Candy Crush, quoi. Exactement. Et donc c'est un petit peu le paradoxe, quoi. Et donc pour moi, évidemment que c'est un jeu vidéo, il n'y a aucune question à se poser là-dessus, que ça soit à travers toutes les boucles de game design qu'il propose, toute la rétention qu'il arrive à provoquer. Je pense qu'il a réellement inventé certaines méthodologies peut-être de rétention aujourd'hui reprises par tout le monde dans le milieu du mobile game, quoi. C'est peut-être le seul vrai truc problématique concernant Candy Crush, c'est ces mécaniques-là qui, d'un point de vue éthique, sont assez contestables. Laura, je crois que tu voulais intervenir. Ouais, moi j'ai quelques trucs. Alors moi déjà, je comprends pas du tout pourquoi on parle de ça, alors que moi voilà, sur mon téléphone. J'ai pas du tout ce genre Tout de de suite, choses. là je m'adonne. Non, mais en fait, alors moi je suis une rescapée de Puzzle Quest. Il y a fort longtemps. Et donc, évidemment, quand il y a eu un match 3 qui ressemblait à Puzzle Quest, qui s'appelle Gems of War, qui est très similaire, bah, forcément, j'y suis allé et donc j'y suis depuis plusieurs années et j'ai vraiment honte. Ça fait vraiment jeu de maman, je trouve. Alors que bon voilà, un peu comme la maman d'ailleurs de Jérôme Pipo, hein, très clairement, c'est le même type de positionnement. En revanche, ce que je remarque moi dans mon petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire la vraie vie avec des étudiants qui me disent ouais moi je joue à des jeux vidéo parce que je suis un garçon et donc j'ai joué à 10 000 heures de conneries. Non parce que moi j'aime bien parce que quand je leur demande à quoi vous jouez et pourquoi vous dites que vous aimez bien jouer aux jeux vidéo, c'est j'ai des heures et des heures et je tue des monstres. Et les filles, elles me disent oh, moi, j'aime bien, bah, justement, Candy Crush, etc. Mais c'est pas vraiment des jeux. Oh, alors que en fait, si jamais on comptait pareil en nombre d'heures, je pense que le nombre d'heures il est éclaté. Enfin, moi, je vois le nombre d'heures que je passe. Rien que alors que mon jeu est forcément bien meilleur que Candy Crush. Je veux dire, là, le Gems of War. C'est quand même la même chose, mais avec un habillage fantasy dessus. Voilà. Mais c'est incroyable en fait de pouvoir dire, mais si en fait les filles, on va faire une espèce de petite mitigation. Et si c'est pas parce que vous jouez à des jeux comme ça que vous savez pas jouer ou vous comprenez pas des trucs de game design basique ou même pas basique, parce que c'est quand même, voilà, on est en plein dedans quoi. Et c'est très étonnant en fait. Je trouve que c'est un bon ouvroir entre guillemets, justement quand on voit des petites mamans inquiètes. À la discussion effectivement pour leur dire bah ouais mais en même temps toi tu joues à Candy Crush, pas ton fils il va pas tourner bizarre parce qu'il joue à Tekken, hein. Voilà, mais c'est régulièrement un truc un argument que j'utilise. Pardon, je sais pas, j'ai pas entendu qui voulait. Non mais il y a deux choses hyper intéressantes effectivement sur le fait, c'est pas pour lancer un débat éthique et responsable, mais sur le fait que se définir gamer, avec les grosses guillemets qui vont autour. Gamer voilà, celle-là. Chez les filles, même dans les boîtes de jeux, finalement, des femmes qui bossent depuis des années ne vont pas forcément se définir en tant que joueuses de jeux vidéo parce que elles n'ont pas tué X monstres pendant de X heures, et c'est assez fou quand même parce qu'elles jouent un peu, donc assez pour se définir en tant que joueuse. C'est tout ce qui fut en fait, c'est jouer un peu, peu importe à quoi. Et l'autre truc, par contre, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que finalement, on parle de Candy Crush qui, d'un point de vue gameplay, n'invente aucune mécanique. C'est des mécaniques qui sont présentes depuis longtemps. Et finalement, c'est un génie marketing. Et surtout, en fait, les mécaniques de rétention qui font que, parce qu'il faut qu'il y ait un autre ami qui joue pour pouvoir avancer, pour avoir son fixe, s'il te plaît, joue à Candy Crush. S'il te plaît. Moi aussi, j'ai besoin de continuer. J'ai besoin que tu joues aussi, s'il te plaît. Et c'est assez fou. Je sais pas si c'est encore toujours aussi fort, mais pour ajouter de l'eau à ce moulin-là.
Ouais, il y a encore des jeux à, on va dire, à baleine, même si je déteste le terme, hein, qui est le terme officiel de, justement, de rétention de type de typologie de joueurs. Mais si, il y en a encore. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier. On a des magnifiques pseudos, en fait, sur nos lives. Je suis très fier. Après Kamen Rider Freud, qu'on verra bientôt de nouveau sur nos ondes, nous avons Down Bro, Godzilla is on fire. Magnifique. Merci pour ton follow. Et effectivement, on nous fait la remarque aussi sur un Puzzle et Dragon par Yetzati. Je suis tout à fait d'accord, qui a énormément marché. Mais oui. En particulier sur les terrains asiatiques. Ah oui, celui-là, par contre, j'ai passé du temps dessus. Ouais. Pazudora. Voilà. Ouais. Ça, j'ai passé du temps dessus. Désolé pour le petit bug. Mais il y a pas de problème. Hein. De toute façon, on fera, Un Discord sauvage qui crache, ça arrive. Voilà. Et ben, tu reviens à un point nommé. On va enchaîner avec ton prochain jeu, mon cher Adrien. Lequel est-il? Ok. Eh bien, alors, pour continuer dans la lignée des jeux qui, à mon avis, représentent un petit peu des secteurs de l'industrie, on va dire, j'ai choisi de prendre This War of Mine. Alors, c'est peut-être un jeu qui parle déjà beaucoup moins que Pokémon Go ou Candy Crush, je pense, sans équivalent. Mais alors, c'était pour moi l'un des meilleurs représentants de la catégorie Serious Game. En fait, le postulat de base de ce jeu, c'était de se dire qu'à une époque où on présentait tous les jeux à travers le mec qui va tenir le fusil, les jeux à l'époque avaient pour objectif de tuer des gens, etc. Même si, bon, je caricature, évidemment. Le postulat de This War of Mine était de se mettre dans la peau d'un survivant qui va devoir subir, en fait, la guerre qui est finalement, parallèle, anecdotique dans le jeu, pour se concentrer sur la vie du survivant, etc., quoi. Et c'est un jeu qui a non seulement extrêmement bien marché. Aujourd'hui, maintenant, je sais même qu'il a été développé et adapté en jeu de société. D'ailleurs, si on tape This War of Mine sur Google, maintenant, c'est plus le jeu vidéo, c'est même le jeu de société qui apparaît avant. Et donc, je voulais un jeu pour représenter un petit peu ce mouvement de Serious Game qui n'est pas apparu durant les 10 dernières années, mais qui a eu de belles représentations, en tout cas. Et donc, ce jeu me semblait faire tout à fait faire le taf. Alors moi, tu me fais plaisir de base en citant le jeu, et je vais me tourner vers Jérôme, parce que quand j'ai entendu ton résumé déjà à l'époque, c'était un truc qui m'a fait tiquer dans le bon sens du terme, parce qu'on a un peu en détestation avec Jérôme l'appellation Serious Game. Je t'avais d'ailleurs quelques années un peu bassiné avec ça, mais en gros, voilà, peut-être Jérôme, tu veux réagir justement à ça. On peut refaire peut-être une petite précision du terme Serious Game, effectivement, auparavant, parce que là, je l'ai employé, honnêtement, certains n'osent pas l'employer, ce qu'il veut dans. Alors, le truc, c'est que, premier point avant de parler des Serious Games, ne partons pas sur la question du genre des jeux vidéo. On a déjà fait 3 heures dessus, il y a une super On a déjà fait 3 heures, donc voilà. On va faire attention cette fois-là, ok. Donc voilà. Mais en fait, le truc, c'est que, alors, très honnêtement, Adrien, dans le sens où tu l'utilises pour This War of Mine, je suis largement plus prêt à l'accepter que quand j'entends parler de Serious Game pour des jeux à but pédagogique. La définition même, au cœur même du jeu vidéo, quel que soit le jeu vidéo, il y a la notion de pédagogie. Il y a quelque chose à apprendre, il y a des règles à respecter. Donc, Serious Game pour un jeu pédagogique, je trouve ça complètement con. Après que pour This War of Mine, tu l'utilises parce que en effet, disons que alors la manière dont tu le présentes en disant que tu es de l'autre côté du fusil, pareil, je trouve que c'est une excellente idée. Mais finalement, ça pourrait être tout aussi sérieux de se dire si le jeu se permettait, je dirais, si le jeu de tir à la première personne se permettait 3 secondes de pas de côté ou d'un peu de recul, bah ça pourrait être aussi... C'est ça en fait qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que le jeu de tir à la première personne n'a jamais mis l'accent sur mais qu'est-ce que ça fait les conséquences de tuer et de la guerre? Bah pourquoi elle ne l'a pas mis aussi bien que This War of Mine? Pourquoi est-ce qu'il a fallu passer de l'autre côté du canon, du fusil, pour se dire que c'était le moment de mener une réflexion?
Qu'est-ce qui fait qu'avant ça, on ne s'était pas posé cette réflexion-là? Je ne sais pas, je n'ai pas fait de jeu. J'ai vu beaucoup de gens qui ont joué, qui ont raconté leur partie. Et moi, j'adore quand les gens racontent leur partie de jeux vidéo. Je trouve ça C'est absolument génial. Ça se raconte. Ouais. Parce que, en plus, This War of Mine, tu dis, tu tues pas des gens, mais sans spoiler le fond du jeu, mais après, quand tu dois savoir qui tu sauves pas avec les gens que tu récupères et compagnie, finalement, alors t'as peut-être pas autant de sang sur les mains que les militaires qui t'ont mis dans la situation dans laquelle tu es, mais finalement, par effet domino, enfin voilà, vous voyez l'idée quoi. Il y a des questions d'éthique en tout cas qui se posent derrière, beaucoup plus que dans un Call of Duty. Ça, c'est sûr que. Dans le chat, on le compare, enfin d'après Godzilla and Fire, je vais un peu réduire, tu m'en voudras pas ton pseudo, à Soldat Inconnu. Je trouve que c'est un tout autre registre. Soldat Inconnu est beaucoup plus intéressant sur un usage pédagogique, factuel, historique. Là où comment si dire, tu parles encore de jeux pédagogiques, je m'en vais, Mehdi, je te préviens. Bah écoute, je te mettrai en lien avec Romain Vincent, que tu connais, sinon là. mais non, blague à part, This War of Mine est beaucoup plus cette optique éthique, comme on était en train de dire, et dimension choix moraux. Comme Papers, Please. Hein. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Exactement. Mais... Oui. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, si, allez-y, Laura. En fait, je trouve que ce qui est très important aussi, c'est quels que soient les types de jeux derrière, ok, pour les trucs de Dunbrow, Godzilla on Fire, mais surtout, moi, je pense aussi à des trucs comme Bury Me My Love, qui sont des jeux qui sont, en fait, dont la narration a été offerte aussi par des War of Mine. Puisqu'on a le droit maintenant de parler aussi des conséquences et non plus de... Enfin, on se sert plus des thèmes, en tous les cas, martiaux, militaires, etc., de la même façon. Et je pense qu'effectivement, tu as très bien fait de le mettre dans ton top parce que ça ouvre aussi vers ces types de narration-ci qui prennent un pas de côté, en fait. Voilà. Après, vrai problème, et je pense qu'on va enchaîner après, enterre-moi mon amour, jeu ou pas. Moi, je suis plus à pencher vers une fiction interactive, mais je pense que si on veut terminer à temps... Mais je te laisse quand même un petit mot pour réagir, Laura, et on enchaînera après. Enfin, en fait, c'est Manon Picard qui en parle dans ses travaux. Elle parle de notification, qui est pas mal, puisque c'est en fait l'utilisation de l'interface du téléphone pour... c'est super intéressant ce qu'elle fait là-dessus. Donc, je vous enjoins à aller voir le travail de Manon Picard. J'étais d'accord avec toi au début. J'ai entendu Manon, je fais « Ah ouais, d'accord, ok. » Donc, voilà. Je l'ai noté dans ma... Je renvoie vers ses travaux. Dans ma base de recherche pour trouver ça. Notifiction, hein, tu dis. Notifiction, ouais. Très bien. Alors, on continue, mon cher Adrien. De ton côté, qu'est-ce que tu nous proposes à présent dans ce top surprenant ? Alors, je vais vous proposer un jeu maintenant, c'est le Monster Hunter World. Alors, pourquoi j'ai choisi ce jeu-là ? C'est pas tant pour ses qualités intrinsèques, c'est certes un excellent jeu, mais en fait, si je l'ai mis dans mon top, c'est plutôt pour la capacité qu'il a eue à non seulement se renouveler, mais aussi à accueillir et à incorporer de nouveaux joueurs. Alors en fait, pour voir un petit peu la progression qu'il a eue dans ce jeu, il faut, je pense, avoir joué aussi aux anciens et notamment aux tout premiers, qui étaient extrêmement hardcore. Enfin, certains diront exigeants, je pense qu'on peut dire difficile, on peut se le permettre. Mal foutu, c'était mal foutu le mot que j'avais. Oui, c'est ça. aussi, effectivement. Mais moi, je me souviens notamment des derniers monstres qui étaient absolument infaisables si l'on n'y passait pas des heures, si on faisait pas des recherches, etc. Et en fait, à travers ce Monster Hunter World, ils ont réussi une prouesse qui est quand même assez rare, je pense, qui était de réussir à conserver en fait l'ADN du jeu premier, de réussir à conserver un niveau de difficulté assez corsé, tout en facilitant en fait que ça soit au niveau des contrôleurs, l'accessibilité au jeu, toutes les mécaniques en fait qui étaient mal expliquées dans le jeu. Moi, je pense notamment il fallait marquer les monstres pour pouvoir les poursuivre. Maintenant, il y a un système de track qui est beaucoup plus intuitive, et d'ailleurs les plus hardcore joueurs n'ont pas aimé parce que ça enlevait plus de difficultés, mais c'était de la difficulté un peu factice. Et donc ils ont réussi en fait ce tour de force qui est d'accueillir énormément de nouveaux joueurs tout en conservant leurs anciens joueurs, et rien que pour ça en fait je pense que c'était un modèle qu'il était intéressant d'incorporer dans cette liste, quoi. Ouais.
assez d'accord. Un tout petit peu moins d'accord sur la proposition d'interface que je trouve encore très à la japonaise, entre guillemets, c'est-à-dire le syndrome du si on écrit tout fin et tout stylé, même si c'est pas lisible pour les gens, ça va passer parce que c'est classe. Death Stranding, si tu nous écoutes. Et sinon, globalement, les interfaces en ligne des jeux japonais, mais par pitié, enfin, payez-vous des gens qui savent faire des interfaces interactives intéressantes, parce que moi j'ai arrêté le jeu parce que l'espèce de hub et de proposition de quête était trop pété. Et j'en rage parce que le jeu est génial. Je vous laisse pour continuer si vous souhaitez. Et je salue. Je suis d'accord pour cette histoire d'interface. Ouais, je salue également Bru qui nous rejoint. Coucou à toi. S'il y a des gens qui ont des remarques, effectivement, sur. En tout cas, vous êtes très actifs. Hein, j'essaye de suivre un petit peu vos remarques sur Monster Hunter ou pas. Il y a des quelqu'un chats. qui a dit que tu étais un fanboy et j'aime bien. Monster Hunter, pour rapidement, parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur Monster Hunter, mais c'est le genre de jeu, je sais pas si vous avez ce genre de jeu-là, que j'ai vraiment voulu aimer. J'ai voulu y jouer et j'en ai acheté plusieurs. Et ils m'ont perdu à chaque fois, en fait, pour des raisons, donc, comme on l'a dit sur les précédents Monster Hunter jusqu'à World, où il y avait cette espèce on assume que bah ouais, il y aura pas de cancel d'animation et ça va être hyper rude à jouer et lourd comme un tank et c'est le jeu, il est comme ça. Et j'aime Dark Souls et je trouve que Monster Hunter était violent avec moi, tu vois. Donc j'étais un peu vexé sur ce coup-là, mais il s'agit pas forcément de critiquer le jeu en lui-même, mais je comprends vraiment toute la fanbase qu'il a. Je trouve qu'il y a quelque chose d'énorme et d'intéressant sur ce qu'il apporte. Mais sur le fait que des choses qui sont finalement devenues courantes dans le jeu vidéo, des animations plus fluides, des choses qui étaient devenues un peu du confort pour tout le monde et auquel on s'habitue en fait à chaque fois qu'on joue à un jeu plus avancé. Monster Hunter, même World, me retape un peu dans la glotte en me disant bah en fait non, c'est un peu mieux, mais pas jusque-là quand même. Et c'est un peu rude pour moi, mais c'est vraiment le genre de jeu que j'ai envie d'aimer, quoi. Ouais, mais malheureusement. Je retiendrai tape dans la glotte. Hein. Après après l'humour de papa, les jeux de maman de Laura et le taper dans la glotte, ce sera mes deux expressions. Jérôme. Oui, alors moi, en fait, j'ai un très bon copain, Mike, si tu nous regardes, qui est blogueur Monster Hunter, c'est son truc. Blogueur Twitter Monster Hunter. Ouais, c'est son truc. Et donc lui, depuis le premier, il est à 3500% là-dessus. Et bon, il nous a tellement bassiné avec ça que moi je me suis dit, j'en avais essayé un sur 3DS, ça avait été compliqué. Non, j'en ai essayé un sur PSP. J'avais rien compris. Les PSP, c'est les anciens et c'était hardcore. C'était voilà. Le 3DS était aride aussi. Hein. Je me suis dit, on va essayer. Et en fait, moi, ce qui m'a fait arrêter le jeu, en fait, c'est clairement pas la difficulté, les trucs un peu. En fait, c'est surtout que alors déjà, rien que cette histoire de choix d'armes au début, tu choisis une arme et tu as là-dessus. Et j'avais choisi une espèce de lance électrique, je sais pas trop quoi. Et je me suis dit, on va essayer. Et en fait, je me suis aperçu que j'ai passé 4 ou 5 heures faciles juste pour essayer pour comprendre comment fonctionnait mon arme. Et je me suis dit, là j'ai arrêté le jeu, je me suis dit, ok, je vois l'étendue des possibilités du truc, mais j'ai pas le courage d'essayer d'y aller. C'est clairement. Et donc du coup, au bout de quelques jours, une semaine, je me suis dit, je sais, je sens, je perçois ce qu'il y a au fond là, ce que le jeu va me proposer, mais j'ai pas le courage. Et puis matériellement, à ce moment-là, j'avais pas le temps de pouvoir m'y consacrer. Donc j'ai dit, ce jeu fera un autre heureux, donc je l'ai revendu, quoi. Et ben dans la vie, il faut faire des choix. Et c'est peut-être encore le meilleur que tu as fait de leur vendre. Enfin, pas en termes d'autorité, mais de pas te faire du mal, on va dire. C'est dommage. Je partage totalement. Et peut-être que la solution, ça aurait été d'aller sur le jeu suivant du top d'Adrien. Je rigole, hein, à moitié, sur le choix des armes, notamment, qui était une licence confidentielle, hein, Adrien, il me semble. Bah, je pense que oui, effectivement, la transition logique nous emmène directement vers, et je pense que ça va vous faire sourire, le Dark Souls 3, parce que je pense que voilà, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire qu'il aura en tout cas marqué un peu
ces 10 dernières années. Enfin, je dis le Dark Souls 3, mais c'est plutôt la saga des Souls et leur ambition à arrêter de prendre le joueur par la main et de juste lui dire, OK, t'as une épée, tape avec, quoi, et bon courage. Mais de façon subtile et plus intelligente que, on en parlait juste avant, que les anciens Monster Hunter, quoi, on va dire, par exemple. Et donc, c'était un petit peu, le jeu vidéo qui a arrêté de prendre le joueur pour un con, quoi, qui lui a dit, OK, tu vas voir, le jeu vidéo, finalement, c'est pas uniquement quelque chose qui va t'être expliqué. C'est une possibilité de continuer, ouais, sans être pris par la main. Il y a une petite saute. Ah, hop, hop. Peut-être un petit souci, possiblement de Discord. Alors j'essaye de continuer de faire l'animation. Le temps que ça arrive, je vous prie de m'excuser. Alors, moi, je trouve très intéressant que. Alors attendez. Tu choisis le 3 parce que tu considères que c'est le meilleur de la saga, ou c'est juste parce que c'est le dernier, donc finalement. Alors, je dirais le sommet. C'est vrai. Alors honnêtement, je pense que moi honnêtement, je n'ai joué qu'au 3, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai suivi, c'est que c'était un petit peu l'aboutissement, ou en tout cas celui qui a étudié les erreurs des autres opus afin de les améliorer et d'avoir le titre le plus complet, quoi. Écoute, alors moi en fait j'ai commencé la saga par le 3, j'ai fait comme toi. Et donc du coup au final j'ai fait le 1 et le 3. Bien. Et si je reconnais, j'ai fait le remaster sur Switch, si je reconnais vraiment le génie du level design du 1, parce que la spécificité du 1 quand même, c'est que t'es pas dans un monde ouvert, et pourtant t'as qu'un seul monde. Ça c'est ça le truc qui est assez impressionnant. Et surtout en fait, ce qui est, les Dark Souls, quand tu dis que ça prend pas les joueurs pour des cons, c'est que une fois que tu as commencé à comprendre les règles, alors tu comprends bien que tu n'as pas tout compris du premier coup, mais que tu peux avancer petit à petit, et malgré, je dirais, son côté complètement, qui a l'air hardcore au loin, c'est que si tu prends le pari de rentrer dans le jeu, en fait, rarement un jeu t'aura expliqué autant de choses en jeu, sans avoir besoin de te raconter des trucs. Et puis, la dernière chose qui fait que la saga des Dark Souls, et le 3 en particulier, est extraordinaire pour ça, c'est que, en fait, c'est un jeu où, évidemment, tu as tout à gagner à savoir où tu vas. Il n'y a pas de carte, et tu sais toujours où tu es. Et ça, c'est phénoménal. Ouais. C'est vrai. Peut-être une autre remarque, moi j'en aurais une, mais si quelqu'un a une... J'ai surtout une question, personnellement. J'entends que tu as joué au 3, tu as joué au 1 et au 3. Quelqu'un a joué au 2? Oui, mais on n'en parle pas, le 2. Voilà, j'ai joué au 1 et j'aime le 1 d'amour. Mais par contre, quelqu'un a relevé pour Monster Hunter, mais je pense qu'effectivement, comme Dark Souls, c'est exactement ça. C'est peut-être pour ça que j'aime le 1. C'est parce que j'avais quelqu'un avec moi qui m'a guidé, quelqu'un qui était expérimenté dans le jeu, qui m'a d'abord appris à faire du roller, et ensuite j'ai pu aller me balader tout seul. Et ça a clairement fait la différence de comprendre la notion de frame d'invincibilité, tout ce genre de choses-là. Et effectivement, à la fin, on est content. Moi, je fais le jeu à poil, en slip, Uchigatana, et on y va comme ça, et ça marche très bien. Et puis après, j'ai des armures dans le jeu, mais ça, c'est autre chose. Et c'est un peu le truc. C'est dans la vraie vie que tu fais le jeu en slip, d'accord, dans mes principes. C'est pour être plus rapide. Il fait des roulades en slip à Dontnod, c'est quoi ça? Mais ce qui fait que le 1 est très très bon pour moi là-dessus. Et effectivement, cette notion de monobloc, en fait, le monde où dès qu'on ouvre une porte, on fait ah, je reconnais ce couloir, je suis déjà venu. Ah, ok, je me sens un peu moins con à chaque fois, donc ça marche super bien. Le 2, je le hais, mais d'une force hallucinante. Yes, parce qu'il a changé des mécaniques de gameplay qui n'étaient pas nécessaires. Mettre une stat sur les frames d'invincibilité, j'ai envie de cramer le jeu rien que d'y penser. Parce que les choses qui sont concrètes et efficaces finalement deviennent aléatoires. Et le système d'animation est décorrélé du système de dégâts, ce qui fait qu'on peut parfois ne pas avoir d'animation de j'ai pris des dégâts et quand même perdre de la vie. Je suis quelqu'un de patient et calme, mais là j'ai ragé et j'aime pas ça. Ce qui fait que j'ai pas joué au 3 malheureusement, mais il paraît qu'il est vachement proche du 1.
Ce qui fait qu'effectivement, il faudrait que j'y retourne, mais le 2 m'a un peu brisé le cœur là-dessus. Voilà, c'était. Point de vue lore, il y a une, comment dire, une sorte d'unité thématique. Ok. Mais au-delà de ça, oui, je rejoins, et je vais pas faire plus long. Moi, j'ai une petite préférence pour le 1 sur un élément qui m'a un petit peu chiffonné. C'est le pic de difficulté un peu inutile dans Dark Souls 3 à la fin. C'est-à-dire que je veux dire que là où Dark Souls 1 notamment permettait de cantonner ça à du DLC, à de l'annexe et de pouvoir terminer l'intrigue principale, je trouve que Et les Adore pics des Londo. derniers boss, ouais, les pics des deux derniers boss notamment de Dark Souls 3 sont inutilement difficiles. Je mets au même niveau que Bloodborne et je les ai pas finis pour ça. Après, j'en ai retiré une super satisfaction, hein, mais j'ai terminé les jeux en let's play, quoi. Mais voilà. Bon, après ça reste des jeux formidables et qui ont extrêmement marqué 2010. On est tout à fait d'accord. Ce qui nous amène donc, là on rechange de registre d'expérience de jeu, pour ne pas dire genre et ne pas relancer sur 3 heures, mon cher Jérôme. Tu nous parles d'un jeu à acronyme à 4 lettres que vous aurez peut-être deviné dans le chat. Ouais, effectivement, je me suis permis. Alors certains vont peut-être dire, oh, il mérite pas sa place, mais alors j'ai choisi de prendre le PUBG, le Player Unknown Battleground, et parce que pourquoi celui-là? Et alors c'est ni le premier, c'est parce que le premier, il me semble qu'il y avait déjà des H1Z1, etc., qui existaient auparavant, ni le plus connu aujourd'hui, vu que je pense pouvoir dire que c'est Fortnite aujourd'hui le plus connu peut-être. Mais non, c'est Apex. Mais c'est peut-être Apex, qui sait, peut-être. Et en tout cas, c'est le jeu, je pense, qui a fait connaître le genre du Battle Royale. Et si je l'ai mis dans cette liste, en fait, c'est parce que c'est le jeu qui a eu la capacité de créer un nouveau genre de jeu à part entière, quoi. Il peut se targuer, entre guillemets, d'avoir créé le Battle Royale dans le jeu vidéo, quoi. Ou en tout cas de l'avoir rendu largement populaire auprès des joueurs, quoi. Et donc, c'était bien plus, en fait, pour sa capacité, voilà, à avoir créé un type de jeu qui, aujourd'hui, maintenant, a été repris, comme on disait, à travers le Fortnite, le Apex, mais aussi à travers des modes de jeu Call of Duty. Donc, Ou Mario 35. Mario, alors celui-là, je ne l'ai pas, mais... Tu n'as pas Mario Je vais 35? taper ça tout de suite, par contre. Mais, Non, je pense qu'il parle du jeu, pas d'un mode dans PUBG de Mario 35. Ah oui, je parle du jeu Mario 35. Ouais. Ah c'est ça, je Il y a ne connais pas du tout. un Battle Royale. D'accord, tu l'as pas vu passer. Oui, Je ne vois pas Je l'ai du tout. téléchargé D'accord, hier, c'est trop d'accord. bien. Ils ont repris la mécanique du premier Mario Il était précis. et du voilà avec mélangé effectivement avec une forme de Tetris et en gros tu dois faire un maximum de scoring avec des actions en battant des ennemis D'accord. de manière très soutenue. Je fais très vite. Je te Dans laisse des aller. niveaux 99 aléatoires. avec Enfin, Mario. Voilà, Mm. c'est ça. Ouais. Enfin voilà, c'est assez rare aujourd'hui que des jeux arrivent à créer ou en tout cas à populariser des types ou des genres de jeux, si je puis dire, comme ça là. On pense au Metroidvania peut-être auparavant, mais durant ces 10 dernières années, c'est peut-être le Battle Royale qui a eu de belles lettres de noblesse durant ces dernières années. Ok. Je me permets une toute petite pause avant qu'on continue. Sur le chat, si vous pouvez nous préciser, les coupures sont genre permanentes ou est-ce que ça va, ça vient, ça s'espace un peu parce qu'après c'est toujours les soucis évidemment de connexion sur un call aussi ample et autant de qualité. Mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Je vais donner du rythme. Est-ce que quelqu'un voulait réagir sur le PUBG ou je pense que c'est déjà assez explicite. Très bien. Eh ben écoutez, on enchaîne avec un certain succès, jeu. Voilà, un autre très très gros succès. Alors, c'est vrai que moi, je m'étais un petit peu empêché de mettre des triple A parce que je me disais, le triple A, si ce n'est que c'est un beau jeu, est-ce que ça a une vraie importance dans le milieu vidéoludique? Mais j'ai quand même choisi de mettre The Last of Us, en fait, pour toute la lignée des jeux à gros budget, à la Uncharted et j'en passe. J'ai mis The Last of Us parce que je pense que c'est l'un des très bons représentants du jeu qui a trouvé un juste milieu entre la narration, le game design, le level design, etc. Alors après, il y en a qui débattront peut-être dessus, hein. Mais tous ceux qui ont joué à The Last of Us aujourd'hui, en tout cas, s'en souviennent, je pense. Et rien que pour ça, je l'ai mis là-dedans.
Oui, moi je te rejoins Non. à part sur certains éléments, je dirais de narrative design, alors attendez, excusez-moi, est-ce qu'on n'a pas encore... Non, c'est bon, on est toujours là. J'ai eu peur. Est-ce que quelqu'un voulait intervenir sur Last of Us? J'en profite. Moi, j'ai aucun souvenir de ce jeu, juste. Laura. Ah, Ah ouais. J'ai rien du tout. Et pourtant, j'ai une étudiante qui travaille dessus, donc il va falloir que je me les refasse. Je suis Ah, très merde. emmerdée parce que alors, je sais pas, il y avait une fille. Voilà. oui, Ellie. C'est tout. Et il y avait- Voilà. Et, un, me- Ça s'arrête là. et À petit, des Avec zombies. une barbe. et petit, Un monsieur. voilà, petit QCM, le monsieur s'appelle Joël, Noël ou Roël. Jérôme. Raël. Voilà. Ou Raël, ouais. Non, c'est blague à part, c'est Joël. C'est horrible. D'accord. Donc, Il est chelou, Last of Us 3. voilà, mais personne sur Last of Us, sinon je peux embrayer un petit coup. Non, Pour, pas vas-y. spécialement, parce D'accord. que je pense qu'il revient dans d'autres tops, en tout cas dans le mien, pour des raisons différentes, donc c'est assez intéressant. J'aime beaucoup tes raisons et ton approche, en fait, effectivement, du fait que, bah voilà, il y a The Last of Us, il y a eu un avant, un après. Mm. Maintenant, il faut, enfin, voilà. Je rebondirai là-dessus plus tard. D'accord. Question de ta section principale. Ouais, moi j'étais simplement embêté plus au niveau du narrative design qui est à mes yeux un peu inégal entre la qualité d'écriture globale et les propositions très intéressantes comme notamment le fait de récupérer en mode pas du tout obligatoire des bandes dessinées qui permettent d'étendre vraiment la relation de Joël et Ellie, mais on en reparlera plus tard comme le disait Yannick. Et ben on va continuer du coup mon cher Adrien, on t'écoute. Ok. Alors, donc là, c'est le pied du podium, si je dis pas de bêtises. Donc, en tout cas, c'était Undertale. Je l'ai mis parce que c'était, encore une fois, hein, j'ai beaucoup fonctionné par porte-étendard, mais j'ai trouvé que celui-là, c'était le porte-étendard du jeu indé, un petit peu, quoi. Enfin, du jeu créé par un seul mec, quoi. Ici, Toby Fox. Et je pense que au-delà d'un jeu vidéo, cette création, c'était vraiment un univers et surtout des musiques qui ont été repris. Enfin, moi, je sais que en étant pas mal sur YouTube et en suivant beaucoup, par exemple, de YouTubeurs musicaux, je n'en connais quasiment pas un seul qui n'a pas fait, à un moment donné ou un autre, une reprise d'une musique de Undertale. Je pense que ça peut se compter en milliers facilement. Il y a des milliers de reprises d'Undertale et je pense que voilà, c'est plus qu'un jeu, en fait, ça a été une véritable découverte, même pour des podcasteurs et des youtubeurs musicaux, par exemple, qui n'avaient jamais fait de musique de jeux vidéo auparavant, qui se sont lancés à travers ce jeu, je pense. Ouais. Alors, je sais pas si peut-être Yannick, je sais pas si c'est passé sur ton radar, ne serait-ce qu'en termes de curiosité audio au-delà J'ai du pris jeu. un angle, mais je sais qu'il y a plein d'angles pour attaquer ce jeu, quoi. Hein. C'est vrai que. C'est hyper rigolo en fait parce que je suis hyper conscient de l'impact que Undertale a eu et j'y ai pas joué et j'ai pas eu envie d'y jouer. Euh, Encore une fois, c'est le genre de choses de jeu où enfin, j'ai un peu l'impression, oui, je sais qu'il est bien. Bon bah c'est cool. Du coup, je suis pas obligé d'y jouer. Maintenant, je sais qu'il est bien parce que Oui, mais j'ai eu la. je même pas besoin de je me faire vois mon avis exactement. dessus. Mais par contre, j'ai écouté la musique effectivement et je trouvais que c'était super, mais je suis complètement passé à côté et j'ai un peu l'impression que il y avait deux moments pour Undertale. Il y avait au plein milieu de la hype et peut-être genre dans 10 ans quand ce sera un jeu à l'ancienne. Et je suis pile dans le creux où finalement je vois ce qu'il a eu comme vague sur l'indé, mais aujourd'hui c'est pas le jeu auquel j'ai envie de jouer. Je vois des Baba Is You qui m'intéressent vachement plus sur des approches plus minimalistes mais ouais, tu peux pas passer à côté aussi, tu vois, c'est comme tu l'as dit, l'impact des covers et tous les trucs qu'il y a eu, enfin c'est assez hallucinant quoi. Ouais. Moi, je résume en général en disant que c'est vraiment un jeu générationnel, mais je trouve que un tout petit peu trop surcoté à mon goût. Il a énormément de qualité, mais voilà, de là à l'ériger comme ça. Mais il y a un rapport à l'affect, il y a plein de raisons hein, qu'on pourrait décortiquer sur une seule émission pour Undertale, les thèmes qui sont évoqués implicitement, la visibilité. Puis je pense que même pour des personnes, ça fait un peu grabataire, c'est l'instant Père Fouras pour dire que typiquement par rapport à l'âge d'Adrien, même si je perds 10 ans en rasant ma barbe, c'est vraiment un jeu, je pense, spécifiquement de sa génération. Pas en mode genre Jones youpi youpi, mais parce que c'est pris dans un ensemble d'un jeu soigné, d'un jeu qui va avoir des thématiques, des intérêts, voilà.
je m'arrête là. Mais en tout cas, oui, ça reste un jeu qui, je pense, mérite sa place, même si, à titre perso, je trouve les gens un tout petit peu trop dithyrambiques concernant le jeu. Puis il y a le côté, je pense, fantasme du créateur. Le fait que Toby Fox ait été le seul à le faire, ça a dû pas mal jouer sur l'objectivité. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne Alors, ou est-ce qu'il y a moi, Oui. moi, j'aimerais quand même dire une petite chose sur Undertale. Moi, je fais partie de la team, j'ai pas compris. Carrément. Ah ouais, C'est parce que t'as encore plus de barbe, c'est pour ça. Ouais. En fait, alors je suis un énorme consommateur de RPG et de JRPG en particulier. Et on m'a vanté Undertale, patati, patata. On m'a dit, tu vas voir, c'est incroyable. Il y a une mécanique de jeu qui fait qu'en fait que tout ce que tu fais dans le jeu on tient compte de tout. C'est genre le RPG complet. Enfin, il s'adresse à un mec qui a fait des Ultima à l'époque où je parlais même pas tout à fait anglais pour faire des Ultima, mais bon, bref. Et en fait, j'ai fait une run du jeu. Et une fois que j'ai fini la run, j'ai fait OK. Et j'ai jamais relancé le jeu. Et on m'a dit, ouais, mais tu comprends, il faut le faire 77 fois, il faut jouer que le jeudi, quand la lune est basse, machin. Aucune envie de remettre les mains dedans, quoi. Alors, je trouve que c'est intéressant, les personnages sont rigolos, les combats sont bien pensés et tout. Mais alors, très honnêtement, j'aurais mangé des bâtonnets de Colin, Captain Iglo, ou ça, pareil. Croustibat, s'il te plaît. Laura. Oui, alors moi c'est encore pire. Mais je pense que c'est parce que on est vieux. Donc il y a très clairement un clivage d'âge qui fait que voilà, c'est très clairement moi je suis positionné jeu de maman et j'ai voulu aimer Undertale. C'est-à-dire que je sais même pas comment j'ai mis 90 minutes dans ce jeu. Mais mais je le vomis. Et à chaque fois, je fais 20 minutes et je On fais. va avoir des problèmes. Oh, putain. Non, mais non, mais bon. En plus, je suis la seule femme. Enfin, voilà, je sais très bien que je m'attire toutes les foudres du chat et je comprends bien. Mais j'ai vraiment voulu, les garçons. J'ai voulu. J'y suis allé. J'ai fait les combats. Je fais comme Jérôme, du RPG, de tous les trucs, tous les dragons machin. Tout, je l'ai fait. Et alors, voilà, je prends une espèce d'accent pied noir tellement ça. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et j'ai voulu comprendre. Putain, mais je m'y suis remise 4 fois de suite, quoi. Et 4 fois de suite. Non, justement, en espaçant, en me disant, bon, bah voilà, réfléchis quand même un peu. Tout tu travailles sur le jeu vidéo. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, quoi? Voilà, je pose la question. Voilà, je suis désolée que je ne comprends pas pourquoi j'aime pas. Il y a des chiens en armure, comme ils disent dans le chat, ils ont raison. Et pourtant. C'est bien. Vous pouvez envoyer vos réponses à Laura@jeuxdemaman.com. Mets mon adresse personnelle, s'il te plaît. Voilà. On m'envoie des lettres de Il y caca. en a aussi dans Final Fantasy VI et ils sont très bien, les chiens en armure de Final Fantasy VI. Absolument, absolument. Interceptor, si tu nous regardes. Mais je précisais, donc vous pouvez envoyer vos remarques à laura@jeuxdemaman.com. On va continuer après ce clivage. Ça vaut le coup de la créer. Voilà, ça vaut le coup, ça vaudra cher un jour. Juste peut-être pour terminer là-dessus, c'est vrai que moi c'est vrai que alors un petit peu comme toi, Laura, j'ai pas, enfin j'y ai mis une fois moi, et comme Pipo, je l'ai fait une fois. J'ai jamais remis les pieds dedans, quoi, très clairement. Mais alors c'était vraiment d'un point de vue communautaire que j'avais jamais vu ça auparavant et que c'était vraiment très impressionnant. Mais je ne l'explique pas beaucoup plus que toi. Après, je sais qu'il y a encore plein d'autres jeux, donc je vais m'arrêter là parce que si je commente sur tout, ça va durer toute la nuit. Mais la question, c'est est-ce que ce jeu, et je sais qu'on n'a pas de réponse, aurait eu la popularité qu'il a eu sans YouTube? Et je pense qu'il y a Bonne question. ce jeu qui existe Et sans Kenny Omega. par YouTube. Et sans Reddit. Bien sûr. Et puis et je pense, alors c'est vrai que j'aurais pu les mettre là dans cette liste, mais il y a beaucoup de jeux à la Gang Beast, etc. là qui ont eu un souffle de vie, sans parler de Among Us là plus récemment là, qui existent à travers YouTube. D'ailleurs, il me semble que certains appellent ça des jeux à YouTubeurs, quoi. C'est une dénomination non officielle pour appeler tous ces jeux qui sont bien pour pousser des petits cris aigus dessus, quoi. Si vous voulez réfléchir là-dessus, on vous invite à aller regarder. Il y a une vidéo de Game Spectrum qui s'interroge sur la question des youtubeurs, influenceurs, c'est sur le peut-être jeu ça que j'ai vidéo, vu ça. qui est très très chouette et qui questionne comment on considère l'approche aujourd'hui des jeux via Twitch, YouTube et compagnie. Des remarques quand même assez intéressantes. Oui, Master Kids nous dit, juste au moment où je le dis, Twitch, s'il vous plaît. Donc il y a une remarque plutôt qui nous disait, en fait, Undertale c'est Mother 4. Je trouve que c'est assez vrai, mais c'est vrai que quand il n'y a pas
je dis pas du tout ça de manière pédante, hein. Quand il n'y a pas la culture ou la connaissance du jeu, on vit Undertale comme étant le meilleur film du monde, comme des jeunes, des enfants qui ont évolué avec les Star Wars d'aujourd'hui vont vous dire que c'est les meilleurs du monde. Kamen Rider Freud qui nous disait oh là là, ça va beaucoup trop vite votre enthousiasme, mais donc oui, c'était toi qui avais fait la remarque sur le modeur, et j'en ai vu une autre qui était intéressante. Arrêtez de poster des choses. Voilà, non, bah, je la retrouve plus, c'est pas grave. On va On dit du continuer. mal d'Undertale. Voilà, C'est pas des menaces de mort, on dit du mal c'est d'Undertale. ça. On va continuer, c'est pas grave. On en arrive au jeu suivant, mon cher Adrien. Oui, alors cela, très honnêtement, je ne me souviens plus les raisons exactes pour lesquelles je les avais mis aussi haut sur J'ai- le classement, parce qu'avec un peu de recul. Ouais, Non, je voulais dire, j'ai fait mon top bourré et je vous emmerde. Ouais. ouais, mais non, mais si, quand même. En fait, il y a eu un trio de JRPG qui sont sortis et qui sont un petit peu restés dans l'ombre. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu les mettre en lumière. C'était un trio composé de Xenoblade Chronicle, là, qui est peut-être le plus connu des trois. Il y avait un deuxième qui s'appelait Pandora's Tower. Et il y en a un troisième qui s'appelait The Last Story. Alors, The Last Story, plus personne n'en entend parler. Ben oui, Pandora's Tower, c'est c'était les peut-être derniers à peine RPG mieux. de la Wii. Ouais, C'est- c'est ça. Et c'est trois JRPG qui, à mon avis, représentaient. Alors, je m'y connais vraiment pas assez bien en JRPG, hein, je suis désolé, mais à mon avis, Xenoblade Chronicle représentait vraiment très bien l'ère du JRPG entre 2010 et 2020, quoi. Mm. Et moi, honnêtement, j'ai passé mes 80 heures sur le Xenoblade Chronicle avec plaisir, quoi. T'as pas joué beaucoup, du coup. Honnêtement, ouais, c'est ça. C'est que il faut déjà un jeu aujourd'hui où l'on doit devoir passer 80 heures pour pouvoir boucler l'aventure principale, bah, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Moi, je l'achète Qui pas, joue. ça. Ça Ouais, s'appelle c'est ça. s'appelle dans les contrées Un jeu de arabophones. jeunes. Non, dans les contrées arabophones, ça s'appelle le chétan. Mais pour J'ai Pandora's des trucs Tower, à faire. pour Pandora's Tower et Last Story, La story. est-ce que ce serait pas un peu orienté sur un certain domaine, mon cher Adrien, ton choix? Ah ouais, c'est vrai, tout à fait. Ah, Alors en fait, bon alors Yann, je pense que ça va te faire plaisir aussi, mais en fait, les deux jeux sont des représentants, à mon avis, de ce qui s'est fait de mieux, comment dire, dans la recherche et dans le travail du son et notamment de la musique. Je pense au Pandora's Tower. Et si j'ai mis ça, ouais, ça y est, ça me revient un petit peu en tête en même temps là. Mais le Pandora's Tower, c'est un jeu vidéo qui s'est inspiré notamment de musique du romantisme, des courants du romantisme, Tchaïkovski en passant par Liszt, etc. Et qui ont réinventé en fait certaines musiques pour les implémenter dans le jeu et leur donner une nouvelle vie. Et bon, enfin, je pourrais en parler pendant des heures, quoi. C'était très intéressant et je sais que Afterbeat a fait une vidéo vraiment géniale dessus sur Gamecult, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, c'est vraiment exceptionnel. Comme, Et, comme donc, toutes leurs vidéos d'ailleurs qui sont disponibles comme toutes maintenant leurs vidéos, ouais, mais gratuitement et puis en premium. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais je crois qu'ils en ont sorti quelques-unes en gratuite maintenant sur YouTube. Je crois qu'il y a quasiment tout qui est en gratuit maintenant. Ouais. Non, vraiment, c'est une très belle série. Enfin, il mérite d'être connu. Mais excusez-moi, je tergiverse un peu. Mais en tout cas, voilà, c'était un représentant de ce que le jeu vidéo et comment les créateurs d'un jeu se sont donnés à fond, en fait, dans leur recherche dans la création, dans la seconde lecture d'un jeu vidéo aujourd'hui, quoi. Donc Pandora's Tower, avec une mécanique assez originale d'ailleurs qui consiste à devoir aller retrouver une personne pour lui donner de la bouffe parce que faut la nourrir, elle a une malédiction. Si on revient pas assez vite vers elle, en fait, on perd littéralement. Enfin, elle se transforme en démon, on se fait bouffer. Et donc voilà, des mécaniques extrêmement intéressantes et assez rares, en plus d'une recherche assez folle. Assez d'accord globalement sur les remarques. Je sais pas s'il y a des choses à ajouter, tandis que je vous illustre ça en flux tendu. Mon cher Master Kids, déjà bienvenue, mais du coup pour Genshin Impact c'est un petit peu trop juste parce qu'on est vraiment jeu de la décennie, donc on est un peu limitrophe, hein. C'est tout juste récent, mais tu peux tout à fait l'évoquer, hein. C'est pas une mauvaise chose, au contraire. Toi Yann, avant de passer à la suite, tu n'avais pas du tout entendu parler ou joué? Ça te faisait Non, trop du peur? tout.
Je savais pas qu'il y avait 80 heures, donc enfin, c'est encore plus inquiétant maintenant pour moi. Mais non, non, pas du tout. Après, je pense que ça rentre. Je sais pas quelle année c'est, mais ça rentre pile. On verra C'est avec mon poste. 2010. Le premier Xenoblade Chronicles, Ouais, c'est si, 2010. je joue encore pas mal, mais non, non, je m'y suis pas intéressé du tout, mais j'y jetterai un œil et une oreille parce qu'effectivement, Mais il y a eu un remake j'aime sur ce que Switch. j'entends. Hein. Oh, parfait. Il y a Voilà. eu un Switch remake qui sur Switch. Et alors, est béni juste pour moi, ça. rajouter quelques micro-points sur Xenoblade Chronicles. En fait, Xenoblade Chronicles, c'est l'aboutissement. On parlait du jeu de créateur. Même si c'est pas un jeu qui a été fait que par une seule personne, c'est un pur jeu de créateur, Xenoblade Chronicles. Hein. Puisque c'est l'aboutissement absolu du travail d'un mec dont j'ai complètement oublié le nom, qui était le créateur de Xenogears à la base et qui Takahashi a commencé en fait, oui c'est ça, qui a commencé qui a commencé chez Square Enix avec Final Fantasy IV et après avec Final Fantasy VI et en fait il était map designer. Donc en fait, le délire du mec, en plus de tout son délire sur la cabale, qu'est-ce qui est divin, qu'est-ce qui n'est pas divin, comment est-ce qu'on devient un dieu, et Xenoblade Chronicles est un truc incroyable parce qu'en fait, c'est une réflexion sur une création détachée de l'idée de divinité. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mm. Mais en fait, le vrai fantasme du mec, du créateur, c'est qu'en fait, c'est un créateur de monde. Et Xenoblade Chronicles, en fait, c'est le délire poussé au point que le monde est un individu, l'individu est un monde, et en fait, vous évoluez à l'intérieur d'un individu. Donc, en fait, c'est un jeu qui joue en permanence sur les rapports d'échelle entre l'individu, entre l'univers, entre la divinité, entre la profondeur de l'esprit humain. En fait, voilà, c'est des trucs très intéressants. Dans un pur JRPG avec des humains, des robots humains, de la magie, des endroits qui sont magnifiques. Moi, c'est un jeu typiquement où tous les gens qui l'ont fait te disent qu'il y a un endroit en particulier où il y a une espèce de forêt fluo, où les mecs se sont tous arrêtés, se sont mis au bord d'une falaise et ont fait tourner la caméra très doucement avec le stick droit, juste parce que avec la musique, avec le moment où tu arrives et il y a des étoiles filantes dans le ciel, tout le monde s'est arrêté au même endroit pour dire. Alors ça fait un peu cliché touristique. Ça fait genre, tu sais, quand tu arrives, on veut dire n'importe quoi. Vous savez, à Miyajima, là, le tori, les pieds dans l'eau au Japon. Mm. Ça fait vraiment le truc touristique où tout le monde va et fait la photo de merde. Mais là, c'est arrivé dans un jeu. Passage inévitable 5 étoiles sur Yelp, quoi. Ben voilà, c'est ça. Mais... Et tu te dis, mais oui, c'est vrai, quoi. Le mec, en fait, il a créé un monde, un univers, alors que tu prends moins de plaisir à parcourir, par exemple, que le Hyrule de Breath of the Wild. Mais néanmoins, Xenoblade Chronicles, c'est une expérience. Pour le coup, par contre, c'est une expérience full set. Hein. Là, il faut tout donner quand tu fais Xenoblade Chronicles. Hein. Il faut pas faire autre chose à côté. Hein. On va après cette invitation qui a encore plus déprimé, je pense, Yann. Je vais y jouer. En termes de... ouais, finalement non. Je vais pas jouer à Undertale, mais je vais y jouer de toute façon. Ça a eu l'effet. Ça déjà. Ça a eu l'effet inverse finalement. Et je crois qu'on arrive au dernier jeu de ton top, il me semble, Adrien. Oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, pour le dernier, j'ai mis un jeu, encore une fois, peut-être pas très connu, qui s'appelle The Stanley Parable, mais qui est, à mon avis... Alors, effectivement, oui, c'est dans le milieu du jeu vidéo, il est assez connu. Et pour une raison simple, je pense que si on veut faire... C'est parce que j'en parle en cours, c'est pour ça qu'il est connu. C'est vrai, c'est vrai aussi, ça a peut-être joué. Mais je pense aujourd'hui que si une personne se dit qu'elle a envie de créer un jeu vidéo, elle devrait d'abord s'essayer à Stanley Parable. C'est pour ça que je l'ai mis en top 1 en fait aujourd'hui. Il y a une scène qui est absolument marquante dedans et qui, pour moi, est le meilleur résumé de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui. C'est une voix omnisciente qui se met à nous parler et face à un choix, on est face à 2 portes grandes ouvertes. La voix omnisciente va nous dire, notre personnage, Stanley, vous allez prendre la porte de gauche. Et cette simple petite expérience, en fait, est pour moi le cœur même du jeu vidéo, en fait. C'est on te propose un truc, mais après tout, pourquoi et pourquoi
pourquoi pas faire autre chose. Et pour moi, c'était un petit peu voilà la métaphore du jeu vidéo. Et sans compter qu'après, le jeu est complètement barré, qu'il a des fins secrètes absolument partout. Bref, c'est à mon avis le jeu à faire. Ouais, pas grand chose à dire, si ce n'est que si vous intéressez, interrogez un minimum sur le game design, je pense que c'est vraiment un jeu incontournable. On n'utilisera pas le terme chef-d'œuvre, contre lequel on est en croisade dans pas mal de monde de la rédaction, dont ce cher Pseudoless qui est dans le chat. Mais voilà. Sinon, bah, très bien, comme dirait le roi Burgonde, on va passer à cette chère Laura pour continuer dans la joie et la bonne humeur notre de la... alors, je te laisserai à chaque fois citer les différents titres, ma chère Laura, avec quand même un souci chronophage d'en choisir un sur les 2 ou 3 par année. Ça nous permettra d'être dans les temps pas trop tardifs. Très bien. Je vois que Adrien en plus remet déjà son pull, donc il est temps d'y aller. Je mets le gros pull moche là, mais je suis en Bretagne, moi, excusez-moi. C'est surtout comme une bonne élève. Moi, j'avais fait une liste avec plusieurs tout par année, un truc un peu bien. Et puis du coup, j'ai vu que mes camarades n'avaient pas fait ça, donc moi je viens de commettre ceci. Alors en plus, voilà, il y a de la couleur, ça commence à devenir vraiment le bordel. Donc je vais y aller. De quoi? Nous aussi, on a nos petits paplards, t'en fais pas. Ouais. J'ai un post-it, moi. J'ai un post-it. Non, ça suffit, ça marche. Ça compte. Donc, ma chère Laura. Sur des trucs déjà cités, pareil, je vais commencer en bas avec Baba Is You. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Écoutez, en tant que linguiste en plus, parce que c'est ça ma vraie casquette fait dans la vie, je trouve ça extrêmement bien de pouvoir jouer avec le verbe être, enfin avec un verbe copule, et que les choses décisionnelles tournent autour de ce truc-là. Vraiment, moi, j'ai été aidée sur les peut-être 25 premiers niveaux, 30 premiers niveaux, et puis ensuite, il y a un moment où là, il faut vraiment faire juste preuve d'esprit critique et pas seulement d'esprit linguistique. Donc voilà, le design m'a plu. Effectivement, c'est des portes, même de design graphique, qui ont été ouvertes par d'autres jeux, mais voilà pour peut-être mon petit chouchou tout petit en 10e position. Voilà. Très très bien, mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est qu'un verbe copule? Pardon, alors le sel de Baba Is You tourne autour du fait que les conditions avant, en fait, ce qu'on appelle le sujet et l'attribut dans un verbe copule, en fait, un verbe copule, c'est un verbe qui n'a pas de sens. C'est un verbe qui sert juste à dire ce qui est à ma droite et à ma gauche veut dire égal. Et donc, apparaître, sentir, etc., grandir, diminuer, machin. Bien sûr, ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français parce que diminuer derrière n'est pas un verbe copule. Enfin bref, on parlera de linguistique quand on parlera de linguistique et c'est pas le temps du jeu. Mais si Baba Is You, ça veut dire que Baba, qui est un petit lapinou trop mignon, égale la petit lapinou, oui. Un petit peu mixte, ouais. Un petit chien, ouais, c'est vrai. Mais... Une bestiouse, si vous préférez, une petite bestiolette. Ça veut dire que c'est nous qui l'incarnons, mais si water is you, à ce moment-là, on incarne l'eau, etc. Ouais. Et donc, ce principe-là est fantastique. Enfin, forcément, ça m'a séduite. Et les puzzles sont hyper dur, peut-être j'ai pas l'habitude, mais il y a un moment où bonjour merci. Donc voilà. Très bien. Pas grand chose à rajouter, grosse claque pour moi aussi, et je pense pour pas mal de monde. On verra s'il y a une remarque, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais, comme on dit dans certains endroits. J'ai qu'une chose à dire pour défendre. Je vous donne dans l'ordre d'apparition auditive, Yannick, du coup. Du coup, c'est rapide, donc c'est très bien. J'ai juste envie de rajouter des petits cœurs sur Baba Is You parce que c'est rafraîchissant, ça fait du bien et c'est le genre de jeu dont, on est content quand on nous en parle et on a envie d'en parler à d'autres personnes. Et ouais, c'est chouchou et ça marche. Et Jérôme, à toi, si tu peux aussi te redresser un petit peu sur ton image. Ouais, je n'ai qu'une seule et unique chose à dire sur Baba Is You, c'est faisez-le, c'est tout. Faisez-le. Avec l'accord qui va bien. Après, la leçon de linguistique de Laura, c'est parfait. Exactement. Mais en amateur de caps lock et de faute d'orthographe volontaire, évidemment, on va pas en vouloir à Jérôme. Laura, donc je te laisse continuer. Yes, alors j'ai mis juste après, mais franchement, bon, je ne veux pas le mettre, Outer Worlds, qui m'a beaucoup plu. Il est en bas parce qu'il y a d'autres jeux qui se dévorent les premières places, mais voilà, qui est un Fallout
comment dire, par des gens qui ont aimé Fallout, qui ont participé, me semble-t-il, au studio de New Vegas. Mais là, je suis pas pointu là-dessus, mais voilà, on fait des petits oui-oui dans la caméra, donc voilà. Et surtout, j'ai aimé cette espèce de côté où on essaie de faire du nouveau Fallout, même si c'est pas tout à fait réussi. Il est un peu court aussi, ça c'est l'autre gros défaut qui fait que je l'ai placé aussi bas. Il y a aussi un personnage asexuel dans ce jeu, et je trouve que c'est assez rare et pour le mentionner en tous les cas, puisque c'est des questions qui m'interpellent dans ma recherche en tous les cas. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Outer Worlds et vraiment je le conseille très chaudement aux gens qui aiment. Voilà. Parmi vous, peut-être ceux qui ont d'ailleurs plus soyé, est-ce que sur Outer Worlds, est-ce qu'il y a des remarques ou des précisions? Roulement de tambour. J'adore la manière dont tu l'expliques. C'est Fallout par des gens qui ont aimé Fallout. Et c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est que, enfin, j'aime bien Fallout et j'ai aimé Outer Worlds. Ils ont enlevé le surplus au-dessus qui. Et si on faisait ça dans un plus petit monde, moins déprimant et plus intéressant, bah oui, en fait. Enfin, c'est la preuve que faire plus grand, plus. Enfin, ça sert à rien. Et à un moment, il faut juste faire un monde intéressant et des personnages bien écrits. En fait, les dialogues sont très bien écrits et forcément, on rentre vachement plus vite dedans que de marcher 3 heures dans la pampa avec des abeilles qui nous attaquent, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, on était en train de faire un parallèle avec Obsidian qui avait bossé, je trouve, sur l'évolution des Fallout, sur une vraie réussite qui a été le New Vegas et qui a un peu appliqué ce que tu viens de dire, Yannick. Très bien. Comme j'aime à faire cette blague, on va faire comme cette émission lamentable des années 2000 et next, ma chère Laura. Alors, je répugne de le mettre aussi bas, mais je savais pas où le foutre. Ah, faut bien. J'ai mis Dragon Age Inquisition parce que j'aime bien, voilà. Oh, J'ai aimé tous les Dragon Age. Inquisition, c'est franchement pas le meilleur, mais je savais pas si Origins était encore dans notre juridiction, donc je me suis dit voilà, je vais faire. J'ai bien même, moi, je suis de cette famille des gens qui m'ont quand même aimé le 2, et malheureusement, il a été éclipsé par Witcher 3. Ce que je regrette, je l'ai mis aussi dans mon classement parce que je suis gentille comme ça, je suis une dame voilà sympathique. Mais j'aime beaucoup la recherche vers aussi des relations humaines, enfin des espèces de tâtonnements qu'on avait eu avec BioWare ailleurs sur d'autres types de jeux qui créent en plus d'un RPG qui est sur des trucs un peu solides, voilà, des oppositions binaires. Est-ce que tu fais les mages, est-ce que tu fais templier, bon très bien. Mais en plus le fait qu'il y ait des histoires d'amour où c'est pas tout à fait de l'amour, où on peut romancer un kunari, où il y a encore une fois un personnage trans et que ça pose de problème à personne. Enfin voilà, moi j'aime qu'on me brosse dans le sens du poil, comme je vous ai dit, islamo-gauchiste au début. Bon bah voilà, moi je suis contente quand je vois des trucs comme ça, je vote pour, voilà. Ok, bah très bien, c'est noté. Donc Dragon Age Inquisition, comme d'habitude, hein, si vous voulez intervenir, si on laisse Laura sur sa lancée, à votre guise, à votre bon cœur, monsieur, dame. Moi, j'aimais bien, en tout cas, effectivement, le fait de dire que on a énormément parlé de The Witcher, mais à côté de ça, il y a eu aussi énormément de jeux géniaux. Moi, par exemple, j'en avais joué peut-être un qui est encore moins connu, qui s'appelait Reason, qui était dans la pure veine RPG occidentale, beaucoup moins connu. Et oui, mais c'est un jeu allemand, ça. C'est un RPG allemand bien classique, bien bourrin, ça. C'est ça, ouais, bien classique, bien bourrin, mais pourtant simple, genre qui prend pas plus de 100 heures comme un The Witcher, que j'ai absolument adoré et qui un petit peu, alors j'ai pas joué au Dragon Age, mais enfin très très peu, et par rapport à ce que tu en disais, voilà, avec des discours simples, des enjeux parfois pas aussi compliqués, mais pourtant super bien rodés du début à la fin, et ça fait du bien, quoi. Bah, c'est parfait, et puis je pense que ça va faire du bien au petit cœur de Yannick qui était en PLS sur les durées de vie respectives des jeux qu'on a donnés depuis tout à l'heure. On continue, blague à part, après une petite illustration avec ton jeu suivant, ma chère Laura. Yes, que pas du tout. Je suis désolée hein, d'avoir complètement pété la liste que j'avais mise. Je voulais parler d'un Stardew Valley, j'ai bien aimé Slime Rancher, j'ai bien aimé Stardew Valley, j'aime bien, je dois dire que là en ce moment c'est Graveyard Keeper qui a mon amour, parce que c'est un mec des temps modernes qui se retrouve dans un monde médiévaloïde comme les trucs comme ça, qui hérite lui d'un cimetière et donc il doit préparer des cadavres. Alors j'aime beaucoup préparer des cadavres, je suis très mauvaise bien sûr, et donc je rate les opérations et donc je vais les noyer je vais les balancer dans la rivière comme ça se fait. Hein. Je vends de la viande
mystérieuse à la ville. Voilà, je m'occupe de diverses choses comme ça. C'est extrêmement, il est extrêmement dur en fait par rapport à Stardew. Je trouve que, enfin, à 90 heures de jeu, j'ai l'impression d'être au début alors que pas du tout. Mais Waouh. voilà, j'ai une ferme de zombies qui s'occupe de mes trucs comme ça. Là. Enfin, c'est merveilleux. J'aime bien ce type de jeu-là. Je trouve que y a de la détente et c'est marrant parce que, bah, encore une fois, voilà le genre de jeu, on peut mettre des milliards d'heures, avoir l'impression de pas être vraiment gamer. En même temps, ça nous enveloppe dans une petite atmosphère comme Littlewood, comme même un Forager, etc. J'aime vraiment bien ce type de jeu-là. Donc voilà, je voulais en tirer un du chapeau, un peu comme Adrien, un représentant de la classe gestion rigolote. Voilà. D'accord, donc bah, du coup, Graveyard Keeper, qui moi est passé vraiment off radar, hein. Franchement. Personne n'y a joué. Hein, donc, Ouais, moi bah, en tout cas, c'est. Alors, c'est le genre de jeu, je suis un peu comme Yannick, ça me fait un peu peur sur ce que tu es en train de dire. Je suis à 90 heures, je viens juste d'ouvrir la porte. Mais pourquoi pas? Peut-être que je me laisserai vaguement tenter. Bon, bah, je vois le propos. Je sais pas si c'est ce genre de jeu-là, mais il y a un piège avec les jeux qui. Donc, il y a en durée de vie, il y a ceux qui te demandent d'investir 80-90 heures pour le terminer, et il y a ceux qui te disent non, mais joue comme tu veux, et ça continuera de débloquer des trucs au fur et à mesure. J'ai ce truc avec Binding of Isaac, par exemple, Mhm. parce que c'est sur Switch, et qu'en plus, on me demande pas d'investir 1 milliard d'heures parce que je suis pas complétionniste, tous ces trucs-là. J'ai 350 heures, je sais pas comment elles sont arrivées dedans, en fait. Euh, Et j'ai pas compris. Je pense que Stardew Valley, ce genre de jeu, ont un peu ce truc-là où c'est genre, ah, 90 heures, c'est fait. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Mais ouais. Pourquoi pas, je me le note, je me le garde pour plus tard. Je propose, les amis, une micro-pause, hein, vraiment de déconnexion, reconnexion, parce qu'on a des petites remarques dans le chat, comme quoi ça peine un petit peu. Peut-être que le fait de allumer, éteindre, ça permettra d'aider. On ne partez pas, on revient vraiment dans une seconde, le temps de quitter le Twitch et le Discord et de revenir. Voilà, à tout de suite.